C'est dur de me faire passer après Olivier parce qu'il y a tellement d'inspiration dans son propos que j'ai peur de faire retomber l'ambiance d'un seul coup, donc je suis très très ennuyé. D'ailleurs, je me demande si je ne vais pas vous parler de sport plutôt, après tout, c'est peut-être plus simple, et puis je suis sûr qu'on me comprendra. Puis en plus, je suis un peu le régional de l'étape, si vous voulez. Je suis né à Roubaix, j'ai fait toutes mes études à Lille, après je suis tombé amoureux, je suis parti à Paris, mais vous me faites revenir de Paris, donc je reviens ici, donc c'est un peu le... Où est la commande? Et oui, c'est un peu le Paris-Roubaix, quelque part pour moi. Donc merci de m'accueillir ici, je suis très fier d'être là. J'ai envie de vous faire participer un petit peu à mes réflexions sur le sport. D'abord, qui parmi vous connaît Ambleteuse? Levez la main. Oh, punaise. 50%, j'ai envie de dire. Donc j'ai envie de dire 50% des gens dans le Nord connaissent Ambleteuse. C'est bien, ben, moi aussi je connais Ambleteuse, forcément, je suis du Nord. Quand j'étais jeune, j'y vais encore, hein, mes parents avaient une maison sur la plage à Ambleteuse, donc j'allais tout le temps l'été en vacances à côté de Boulogne-sur-Mer. Sauf que Ambleteuse, pour moi, c'est aussi le souvenir d'un drame, que j'appelle le drame du kitesurf. Savez-vous qui a inventé le kitesurf? C'est moi. C'est moi qui ai inventé le kitesurf. Et oui, je vais vous expliquer. Quand j'avais 15 ans, donc j'étais dans la maison de mes parents, on était sur la digue, donc j'avais la mer devant moi avec l'horizon, superbe paysage, et j'avais un de mes cousins, je ne sais pas, il avait une passion du cerf-volant. Et il passait son temps sur la plage avec son cerf-volant, et il était juste dans ma ligne de mire, il était dans mon paysage. Et ça m'énervait un peu. Et un jour, je me suis dit, mais si je lui mettais une planche sous les pieds, il serait tiré par son cerf-volant et il s'en irait. Et il me libérerait mon paysage. Et je me suis dit, mais on pourrait créer un truc autour de ça. On pourrait imaginer vendre chez Decathlon, par exemple, parce que moi je pensais que Decathlon, ils commençaient à vendre des planches à voile chez Decathlon. Je me dis, pourquoi on ne vendrait pas chez Decathlon un cerf-volant avec une planche? Je suis entrepreneur social aujourd'hui, mais je me suis toujours senti entrepreneur. Et quand 10 ans après, j'ai découvert le premier kitesurf, je me suis dit, oh merde, c'est moi qui l'avais inventé. Aujourd'hui, je serais millionnaire, vous imaginez bien. Je m'étais lancé, j'avais créé mon entreprise à 15 ans pour lancer le kitesurf. Vous avez bien compris, ce n'est pas moi qui ai inventé le kitesurf, mais c'est mon drame parce que depuis ce temps-là, tous les ans, je me suis dit, mais c'est moi qui avais inventé le kitesurf, c'est moi qui l'avais inventé, j'aurais dû le faire. Et c'est l'un de mes grands regrets, et ça c'est l'histoire d'Ambleteuse. Et je me suis toujours dit que le jour où j'aurai à nouveau une bonne idée, eh bien cette fois-là, je le ferai. Alors qu'est-ce que j'ai fait après avoir inventé le kitesurf, que je n'ai pas inventé? Je suis resté un petit peu dans le même secteur. Je suis devenu banquier et notaire aussi, ce qui est très bon pour l'entretien du bronzage, comme vous pouvez imaginer. Sauf que j'ai été confronté à un cas de conscience très vite dans ce métier, puisque dans mon éducation, on m'avait appris que pour être heureux, le meilleur moyen d'être heureux, c'était sans doute de contribuer au bonheur des autres. Or, j'ai été banquier de gestion de fortune et j'avais l'impression de n'avoir en face de moi que des gens malheureux avec l'argent. Je ne parlerai pas de leur vie privée. Mais je me souviens quand je m'occupais de gens qui ont entre 1 million et 100 millions d'euros, donc des gens vraiment riches, et quand je gérais leur portefeuille, leurs actifs financiers, ils n'étaient jamais contents. Quand la bourse montait, les mecs venaient toujours me voir en disant « Ouais, mais moi j'ai un copain qui est dans une banque où le banquier est meilleur, il gagne plus d'argent que vous. Donc il va falloir que vous vous y mettiez parce que sinon, moi je vais changer de banque. » Quand la bourse baissait, même si j'étais le meilleur des banquiers, donc avec des belles performances, etc., le client n'était pas content parce que ça baissait. Puis en plus, il gueulait tout le temps pour les frais, enfin, etc. J'étais pas très à l'aise avec ça et je m'ennuyais un petit peu dans la banque. Je ne trouvais pas les valeurs que j'avais au fond de moi, quelque part. Il y a eu un déclic un jour, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Le hasard fait parfois bien les choses. Est-ce que vous connaissez Douchambé? Qui connaît Douchambé dans cette salle? 2 personnes. Donc en fait, j'en conclus que 50% de la population du Nord connaît Ambleteuse, mais 0,2% de la population du Nord connaît Douchambé. C'est juste la capitale du Tadjikistan. C'est pas grave, hein, vous n'êtes pas obligé de le savoir. D'ailleurs, moi, je ne le savais pas non plus, il faut être honnête, quand j'y suis allé. Mais j'ai eu la chance, quand j'étais banquier, de partir avec une ONG
s'appelle Acted, qui est la deuxième plus grosse ONG française. J'ai eu la chance de partir au Tadjikistan. Et là, ça a été un révélateur pour moi. Parce que ce jour-là, j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré Madame Karimov. Et là encore, j'étais banquier de gestion de fortune. Je rencontre un jour cette femme, Madame Karimov, et Madame Karimov, elle m'a reçu comme ça, à pieds nus, avec des sourires jusqu'aux oreilles, et en me remerciant toutes les 3 minutes de ce qui lui arrivait. Et ce qui lui arrivait, c'est qu'on lui avait accordé un crédit, on lui avait accordé un microcrédit, on lui avait accordé l'équivalent de $200 pour qu'elle puisse acheter du bois et des outils, fabriquer des petits lits pour bébés et les revendre sur les marchés. Madame Karimov était bénéficiaire d'un microcrédit et grâce à cette petite activité qu'elle pouvait financer avec ce tout petit crédit, eh bien, elle pouvait faire vivre toute sa famille et se sortir de la pauvreté dans un bidonville au large de Douchanbé, la capitale du Tadjikistan. Et quand j'ai vu cette femme qui me recevait avec des sourires, avec des remerciements, j'ai compris ce jour-là la valeur relative de l'argent. Ce serait un peu facile de dire que j'ai compris ce jour-là que l'argent pouvait faire le bonheur, mais quelque part, j'ai compris que des gens qui n'ont rien, pour eux, cette petite somme avait une valeur tout à fait considérable, alors que je m'occupais de gens très fortunés qui me donnaient l'impression de ne pas être franchement heureux avec tout cet argent. Et ça a été un choc pour moi, et ça a été mon deuxième coup de cœur qui va entraîner plus tard ma vengeance du kitesurf. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais je vais réexpliquer le contexte de ce microcrédit. Vous avez tous entendu parler du microcrédit. Mais quel est ce contexte? Qu'est-ce que c'est que ce petit outil qui permet de faire vivre tant de gens? D'abord, une histoire d'héritage. Je vous dis que j'étais notaire, après tout. Je peux vous parler aussi d'héritage, je sais faire. J'étais aux Philippines il y a 2 ans. Je discutais avec la directrice d'une institution de microfinance avec qui on travaille. Et elle me racontait l'anecdote d'une de ses clientes qui un jour vient la voir. Elle avait hérité. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Cette dame, elle vient voir la directrice de l'institution de microfinance. Elle avait un petit sac avec plein d'argent dedans. Parce que dans les bidonvilles, l'héritage, c'est facile. Il ne faut pas aller devant chez le notaire. Votre maman décède. Vous soulevez son matelas, vous prenez les économies et l'héritage est fait. Et elle ne savait pas, elle se sentait riche quelque part. Et elle ne savait pas quoi faire de cet argent. Elle va voir la directrice de l'institution de microfinance et elle lui dit « Mais qu'est-ce que je fais avec cet argent ?» La directrice lui dit « C'est pas compliqué, tu vas au bout de la rue, là-bas, il y a une banque, et tu vas déposer ton argent à la banque. » Et donc la petite dame part avec son petit sac d'argent. Et le soir, la directrice de l'institution de microfinance rentre chez elle, prend la rue devant elle, et elle passe devant la banque. Et il y avait cette petite dame qui était assise sur le trottoir devant la banque, avec son sac d'argent à la main. Elle était restée assise sur le trottoir toute la journée. Et la directrice de l'institution de microfinance lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas allé à la banque ?» Eh bien, cette dame ne savait pas que pour déposer son argent dans la banque, il fallait pousser la porte pour aller ouvrir un compte. Elle pensait qu'il fallait s'asseoir sur les trottoirs devant la banque et que la banque allait venir chercher son argent. Cette anecdote pour vous illustrer quelque chose qu'on ne sait pas. Qui n'a pas de compte en banque ici? Évidemment, on a tous un compte, on en a même souvent plusieurs, mais c'est loin d'être la majorité. 7 milliards d'individus sur Terre, bientôt 9, on l'a dit tout à l'heure. 80% de la population mondiale, 80% des habitants de cette planète n'ont pas accès à la banque. Je ne suis pas sûr que vous le saviez. Et ce n'est pas parce que vous avez accès à la banque que pour autant vous avez accès à un crédit. 90% de la population mondiale n'a pas accès au crédit. Quand vous voulez créer une entreprise, il faut pouvoir la financer, bien sûr. Madame Karimov, qu'est-ce que c'est? C'est une entrepreneuse, quelque part. D'ailleurs, quand on fait des sondages en France, par exemple, est-ce que vous connaissez le taux d'adhésion à l'entrepreneuriat? Le pourcentage des Français qui veulent créer une entreprise? Vous avez une idée? 12, 60, 10? Qui dit mieux? 2? Non. Alors, ça varie souvent, mais on est autour de 25%. 25% des Français veulent créer une entreprise. D'ailleurs, intéressant, c'est un chiffre qui augmente. On était plutôt à 15-20% il y a 3 ou 4 ans, on est à 25%. Moi, j'ai trouvé la réponse, parce que les Français ont le goût du voyage, c'est bien connu. Et ils voient tous leurs pairs. Moi, je connais plein de chefs d'entreprise. J'étais banquier de gestion de fortune, je voyais beaucoup. Je connais plein de chefs d'entreprise qui sont des potes à moi. Quand ils ont bien réussi leur entreprise, ils sont partis à l'étranger. Donc moi, je pense que les jeunes Français veulent créer des entreprises parce qu'ils ont le goût du voyage
Ils veulent créer leur entreprise pour s'enfuir, s'installer à l'étranger. 25% donc des Français veulent créer une entreprise. Mais quand vous faites le même sondage dans les bidonvilles, ce taux d'adhésion à l'entrepreneuriat monte à 50%. Alors vous allez me dire, c'est normal, ils n'ont rien. Il n'y a pas de salariat, vous ne pouvez pas être embauché dans une entreprise, on est juste dans un bidonville. Donc le seul moyen de s'en sortir, c'est Madame Karimov, c'est de créer un petit business, une épicerie, une petite activité artisanale, de la couture, etc., pour s'en sortir. C'est quelque chose d'assez naturel, fondamentalement. Mais on se retrouve, par rapport aux chiffres que je vous donnais avant, dans ce paradoxe où, dans les pays où le taux d'adhésion à l'entrepreneuriat est le plus fort, vous n'avez pas accès à la banque et vous n'avez pas accès au crédit pour financer votre activité. Si vous êtes couturière, que vous voulez fabriquer des vêtements pour les revendre sur les marchés, il vous faut acheter évidemment une machine à coudre. Ça va peut-être être 100 $, mais dans un bidonville, vous ne l'avez pas. Et c'est ça qui explique l'immense succès du microcrédit, puisque le jour où le professeur Younous, qui a fait réémerger ce petit outil incroyable qu'est le microcrédit, a proposé à des femmes de faire des petits crédits pour financer leur activité alors qu'elles n'avaient pas accès à la banque, il a été reçu comme un dieu. Ces femmes ont dit, mais merveilleux, grâce à cette petite somme d'argent, je vais enfin pouvoir financer le petit business que j'avais en tête. Prix Nobel de la paix. Professeur Younous, inventeur du microcrédit, en tout cas qui l'a répandu de manière massive dans le monde, en est devenu prix Nobel de la paix. Alors aujourd'hui, je vais rester sur les chiffres, j'ai été banquier quand même, on ne se refait pas tout à fait. Aujourd'hui, le microcrédit, c'est 10 000 institutions de microfinance. L'institution de microfinance, un acteur, un opérateur sur le terrain, dans les pays de développement, mais aussi chez nous, il y a du microcrédit en France, qui délivre des microcrédits et qui fait l'accompagnement social, parce que le microcrédit va de pair avec de l'accompagnement social. Il faut former les gens. Quelqu'un qui a un petit business, s'il ne respecte pas des règles d'hygiène, de santé, va tomber malade, son business va tomber, etc. Donc il y a le crédit, mais il y a l'accompagnement social qui va avec. Aujourd'hui, 10 000 institutions de microfinance, de microcrédit dans le monde, qui délivrent des microcrédits à 200 millions de personnes, 200 millions de micro-entrepreneurs. On estime qu'il y a probablement, sans doute, un potentiel 3 ou 4 fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui en matière de bénéficiaires de microcrédit. Les 200 millions de micro-entrepreneurs, 10 000 institutions de microfinance, ça représente aujourd'hui un encours de 65 milliards de dollars. Aujourd'hui, il y a 65 milliards de dollars qui sont prêtés à ces micro-entrepreneurs qui s'en sortent par eux-mêmes. Ce n'est pas beaucoup, tous les ans, l'aide au développement, c'est-à-dire les sommes qui sont données par les ONG, par les États, par les grandes institutions internationales, dans les pays en développement, c'est 100 milliards de dollars tous les ans. 65 milliards, c'est le cumul des prêts faits, l'encours des prêts depuis 30 ans. Donc ce n'est pas tant que ça. On pourrait facilement mobiliser 60 milliards de plus pour aider 200 millions de personnes de plus dans le monde. Et oui, il y a quand même un truc sympa dans le microcrédit, c'est qu'aujourd'hui, 75% de ces microcrédits sont attribués à des femmes. Le professeur Younous, qui, dans ses premières expérimentations, ne prêtait qu'à des femmes, en fait, a montré d'abord l'utilité de ce microcrédit pour l'insertion sociale des femmes. On fait sortir les femmes de chez elles, elles peuvent faire un business, on leur donne un statut social dans la communauté où elles vivent. Et puis aussi, on a montré, le professeur Younous a montré, et les opérateurs successifs de microcrédit ont montré que les femmes étaient plus responsables et qu'elles remboursaient mieux que les hommes. C'est une activité de crédit, il faut la rembourser, bien entendu. Je parlais du Tadjikistan tout à l'heure. Moi, quand je suis allé au Tadjikistan, j'ai découvert un truc sympa, c'est que les hommes n'ont qu'une obsession là-bas, c'est de partir à Moscou pour aller travailler sur les chantiers des gratte-ciel. Et donc, ils disent à leur femme, ma chérie, je vais nous assurer un avenir meilleur, je vais partir à Moscou, tu vas voir, et je vais ramener beaucoup d'argent parce que je vais travailler sur les chantiers, je reviendrai, tu verras, je vais t'envoyer plein d'argent. Et puis les mecs, ils s'en vont à Moscou, ils vont sur les chantiers, et puis en fait, au bout de quelques temps, ils rencontrent une jolie moscovite, donc ils s'installent avec la jolie moscovite, ils renvoient un petit peu d'argent, puis au bout de 6 mois, ils oublient la famille au Tadjikistan, et puis voilà, et la pauvre femme, alors je caricature, mais c'est un cas fréquent au Tadjikistan, se retrouve seule avec les enfants à s'occuper de la famille. Et bien, on s'est aperçu évidemment que les femmes étaient plus responsables que les hommes, parce que notamment elles ont la responsabilité des enfants, et quand il s'agit de leur prêter de l'argent, eh bien, elles sont très responsables et elles font tout pour rembourser, parce qu'elles se font fortes de rembourser
de ce petit crédit incroyable qui leur permet de faire vivre toute la famille. Donc bravo mesdames, c'est une constante qui fait qu'aujourd'hui, 75% des micro-entrepreneurs sont des micro-entrepreneuses bénéficiaires de microcrédits. Ces 10 000 institutions de microfinance, quelque part, c'est un petit peu des banques. Elles ont une activité financière, il faut qu'elles trouvent de l'argent pour reprêter à leurs clients. Or, la ressource financière qu'il faut trouver, eh bien, ces institutions de microfinance, allez les chercher auprès de banques locales, de fonds d'investissement, dans l'univers institutionnel. Le grand public n'était pas du tout associé au financement de ce bel outil social. Jusqu'à il y a 9 ans, où un Américain, qui s'appelle Matthew Flannery, qui est un mec absolument remarquable, a eu une idée géniale, c'est de créer la première communauté de prêteurs solidaires. Il s'est dit, mais ce microcrédit, c'est quelque chose de très fort, qui porte des valeurs très fortes en lui-même. Eh bien, moi, je vais créer un site internet qui va permettre au grand public, vous, nous, moi, de venir contribuer au développement du microcrédit en créant une mécanique de parrainage par le prêt. Je crée un site internet, je mets sur le site internet plein de petits projets, des gens, des micro-entrepreneurs, et je propose aux internautes de venir les financer, non pas en leur donnant de l'argent, ce qui est le rapport classique de l'argent à l'aide, mais en leur prêtant de l'argent, l'esprit du microcrédit. Et Matthew Flannery invente par ce fait ce qu'on appelle aujourd'hui le peer-to-peer de microcrédit, ou aussi le crowdfunding, on parle tous du crowdfunding, du financement participatif. Il invente le financement participatif, le crowdfunding, dédié au développement du microcrédit. Et cette invention incroyable, il y a 9 ans, rencontre un succès absolument incroyable, puisqu'aujourd'hui, c'est un site américain. 0,20% des Américains sont des prêteurs solidaires sur Kiva. Et aujourd'hui, il y a 30 plateformes de ce type-là dans le monde. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur cette idée, de connaître le microcrédit et de lancer une plateforme, là encore Babylone, qui est la plus grosse plateforme européenne de ce type-là. Et les 30 plateformes aujourd'hui qui existent dans le monde refinancent ou financent 0,25% de l'encours dont je vous parlais tout à l'heure, les 65 milliards de dollars. Alors vous allez me dire, c'est encore 3 fois rien, mais ça va très vite, parce que ce sont des plateformes qui rencontrent un tel succès que, pour certaines, elles doublent de taille tous les ans. Ça, vous n'allez pas me refaire le coup de Douchambé. Vous connaissez ça? 1515 Marignan. Eh oui, 1515, c'est Christine. Christine, c'est une Babylonienne, donc une internaute qui prête sur Babylone. Elle est aide-soignante à Lyon. Tous les mois, elle met 20% de son salaire dans du prêt solidaire. Et en 2 ans et demi, elle a financé 1515 projets de micro-entrepreneurs dans les pays en développement. Ça, c'est quelque chose de nouveau dans la solidarité. Ça, c'est quelque chose qui est apporté par le web et par le microcrédit adapté web. Ce sont des nouveaux comportements citoyens qui sont permis par le web et ce nouveau type de solidarité. Alors, quand on interroge Matthew Flannery, moi, tous les matins, je me réveille, je ne prie pas, je ne remercie pas Shiva, je remercie Kiva qui a inventé ce très joli concept sur le web. Et quand on parle avec Matthew Flannery, je lui dis, mais c'est incroyable, vous êtes énorme. Nous, on est tout petits. Et il me dit, non, nous, on est tout petits. Je dis, non, vous êtes énorme, on est tout petits. Il me dit, non, parce que nous, on vise Facebook. Kiva, 1 400 000 prêteurs sur le site. Mais il vise Facebook, 800 millions de membres. Même s'il atteint 100 millions de membres dans 10 ans, et que nous, on fait la même chose, les 30 autres plateformes, c'est plus 0,25% de l'encours mondial du microcrédit, qui sera financé par la communauté des citoyens, par vous et nous. Ça sera 25% de l'encours mondial du microcrédit. Et là, ça change tout. Parce que ce jour-là, on aura créé une véritable banque citoyenne universelle, que j'appelle la BCU, d'accord ? C'est-à-dire la capacité que nous avons tous de nous lever pour contribuer au développement par des mécaniques extrêmement simples, en 3 clics, de prêter à des gens à l'autre bout du monde. Voilà aujourd'hui mon univers. Je vous parlais de gens très tristes. Je passe ma vie à rencontrer des familles heureuses du microcrédit, du petit business qu'elles peuvent lancer par rapport à ça, avec ça. Je m'occupais à l'époque de 10 clients très fortunés. Aujourd'hui, je m'occupe de plus de 10 000 clients très pauvres. Et je peux vous dire que je suis au moins 1000 fois plus heureux. Je vous remercie.